à tous. Alors, on va partager notre écran. Hop, voilà. Est-ce que le diaporama s'affiche en grand écran? Oui, c'est bon. Parfait. Donc, bienvenue pour ce webinaire. Euh, donc, on va rapidement présenter la CPTS Cosen qui organise l'événement. Et puis après, on laissera la parole à nos intervenants qui vont nous parler de la pertinence de prescription de l'imagerie médicale. Donc, moi, je suis Claire-Marie Freudenreich, je suis directrice de la CPTS Cosen. Et je suis avec Élise Broly, qui est coordinatrice de projet spécifiquement en particulier sur l'imagerie médicale chez nous. Donc, une communauté professionnelle territoriale de santé, une CPTS, c'est un regroupement de professionnels de santé qui vont agir sur un territoire délimité pour travailler ensemble sur des projets qui répondent à des besoins de santé de la population locale. La COSEN est un acronyme qui en fait correspond au territoire de l'Eurométropole Nord. Donc, on a les quartiers de la Robertsau, du Wacken et les communes de Schiltigheim, Bischheim et Eunheim. Donc, on travaille en fait avec tous les professionnels de santé libéraux et les structures de santé un peu plus largement installées qui travaillent donc sur ce territoire et qui sont volontaires pour porter des projets qui répondent aux besoins de la santé locale. Sur notre territoire, on a une particularité, c'est qu'on a des quartiers prioritaires de la ville en quantité, puisqu'il y en a 5 qui sont répartis sur l'ensemble du périmètre. Donc, ces quartiers-là ont des besoins particuliers qui mènent qui orientent en tout cas les missions et les actions de notre CPTS. Chaque action en fait découle d'une mission qui est confiée et financée par les tutelles en santé, c'est-à-dire l'Agence régionale de santé et l'assurance maladie. Donc, on va venir spécifiquement, mais effectivement, on a du coup une thématique particulière sur l'accès aux soins, ce qui nous amène à proposer ce webinaire ce soir. Dans nos missions, on a donc toute une thématique accès aux soins avec une déclinaison à plusieurs niveaux, l'accès aux médecins traitants, l'accès aux soins des seniors, tout le volet soins non programmés et accès à l'imagerie médicale. La proposition de téléconsultation assistée, c'est assez nouveau et particulier, mais c'est prometteur pour les personnes qui sont éloignées du système de santé. Il y a tout un volet parcours de soins avec trois parcours identifiés, dont Élise d'ailleurs porte l'un d'entre eux sur l'insuffisance cardiaque. On travaille aussi sur le diabète et les troubles neurodéveloppementaux. On travaille sur la prévention, sur la gestion des situations de crise sanitaire. Euh, on permet aussi aux professionnels de réfléchir à leur pratique de soins et notamment à la notion de prescription médicamenteuse. Donc, pour en particulier éviter la iatrogénie médicamenteuse chez les seniors et optimiser l'usage des antibiotiques. Et puis, on a tout un volet attractivité du territoire, l'essentiel étant de pouvoir favoriser l'installation des médecins sur le secteur et de faire en sorte que ils s'y sentent bien, qu'ils puissent faire des échanges, partager leurs pratiques, leur expérience et éventuellement aussi valoriser leurs activités et leurs expertises parce que c'est quand même assez intéressant pour eux et pour la population. Voilà, donc aujourd'hui, thématique ciblée sur notre mission accès à l'imagerie médicale. Et donc, on a un dispositif dédié qui est proposé. Bon, je laisse Elise y aller. D'abord, je voulais vous remercier pour votre intervention. Vous êtes d'un grand soutien. Ça fait plaisir. Et donc, je vais vous présenter le dispositif qui est, somme toute, assez simple. Et on l'a mis en place au sein de la CPTS pour faciliter l'accès aux examens en radiologie non programmés sur le territoire de la Cosen qu'on vient de vous exposer. Donc, toujours dans le souci d'améliorer l'accès aux soins et aux examens non programmés sur notre territoire. Je vous remercie également pour votre participation. Donc, l'objectif est simple. Donc, on cherche à fluidifier les demandes et à améliorer les délais de prise en charge pour vos patients. Donc, concrètement, il vous suffit d'appeler le numéro
suivants. Notre secrétaire médical Stan Pro au 03 67 47 07 12. Il va identifier votre demande, le motif du rendez-vous et l'examen souhaité. Si c'est un examen qui n'est pas réalisé dans nos cliniques partenaires et centres partenaires, il n'y aura pas de rendez-vous possible. Par contre, si c'est possible, on va proposer un rendez-vous selon les créneaux qu'on partage avec le planning de la clinique. Donc, le télésécrétariat recueille le motif de votre demande ainsi que l'examen souhaité, puis vous propose un rendez-vous en fonction des créneaux disponibles transmis par les structures partenaires, notamment Mimessim et d'autres à venir. Les informations du patient sont ensuite enregistrées et le rendez-vous est directement confirmé par mail ou SMS, ou les deux, à la fois au patient et à la structure concernée. Voilà, je pense que c'est clair. Vous pouvez retrouver ce schéma sur notre site, si besoin, à tout moment. Je vous remercie et je laisse la parole au docteur Wackenthaler. Bonjour à tous. Alors, moi, je suis le docteur Wackenthaler, je suis accompagné du docteur Elry Faye. On va faire une petite présentation sur la pertinence de prescription d'examens en imagerie médicale. Alors, c'est un contenu quand même assez lourd, pas mal de choses à faire, donc on va essayer d'aller assez vite. N'hésitez pas à écrire vos questions du coup dans le chat et puis on y répondra à la fin. C'est peut-être le plus simple. Je vais dans quel sens? Voilà. Juste là, je m'arrête juste sur d'abord ce site qui est pas mal. Alors, c'est le site de l'ADERIM. Alors, bon, comme ADERIM, hein, l'acronyme, c'est Aide à la demande d'examen de radiologie et d'imagerie médicale. Donc, ça porte bien son nom et ça a bien sa place dans cette présentation. Donc, c'est un site qui a été fait en association avec le collège de radiologues, le collège de médecine générale et de médecine d'urgence. C'est vraiment pas mal parce que ça vous permet de rentrer sur différents biais pour savoir quel est l'examen le mieux, dans quel délai le faire. Donc, vous pouvez rentrer soit, par exemple, si vous avez une demande en urgence, pour la colonne de gauche, ensuite un motif de consultation, une pathologie un peu plus spécifique. Vous pouvez jouer un peu sur le site un peu pour voir un peu comment il marche. Alors, on va pas se mentir, il y a des choses qui marchent pas très très bien, mais globalement, c'est plutôt bien fait. Ça, c'est le sommaire rapide sur ce qu'on va à peu près traiter. Je laisse la parole au docteur pour la suite. C'est vers le bas, du coup. Bon, vers le bas. vers le bas. Ah oui, tu l'as déjà montré. OK. Alors, la pertinence, donc avant de prescrire un examen, hein, plusieurs questions à se poser. Est-ce que l'examen est utile? Est-ce qu'il va modifier la prise en charge du patient? Est-ce qu'il a déjà été pratiqué? Est-ce que c'est un contrôle? Est-ce que le patient a les anciens examens qui pourraient éventuellement ramener pour un éventuel comparatif? Y a-t-il un besoin de cet examen? Est-il le mieux indiqué? Donc, quel examen pour quelle pathologie? Nous, on est toujours ouvert à la discussion. Alors, je sais qu'on n'est toujours pas toujours très facilement joignable, mais nous, on est toujours content d'avoir un correspondant au téléphone pour discuter d'une indication ou même d'un résultat d'examen. Les contre-indications, si nous, on les vérifie toujours hein, derrière en IRM ou en scan, mais c'est bien que avant de prescrire, ce soit déjà checké une première fois. Et ça, c'est très très important pour nous. C'est le problème et la question posée sur la demande d'examen avec les informations cliniques. Ça nous aide énormément à protocoliser l'examen parce qu'il n'y a pas un scanner abdominopelvien pour juste toutes les indications. En général, on peut un peu modifier les protocoles et éventuellement changer, substituer l'examen si on en a un plus performant ou plus indiqué. Donc voilà un exemple d'ordonnance hein, avec 3 lignes, hein, c'est pas énorme et pourtant on a toutes les informations en comparaison avec d'autres demandes où on reçoit parfois IRM du genou gauche et on ne sait pas trop pourquoi le patient est là, on est un petit peu embêté. D'accord. Donc la qualité d'examen et la qualité du compte rendu aussi est fortement dépendant des renseignements cliniques que vous nous fournissez. Alors, il y a deux types d'examens, des examens irradiants, hein, donc avec des rayons X, hein, donc c'est la radiographie conventionnelle, et le scanner, la médecine nucléaire est irradiante aussi, mais ça, c'est pas dans notre domaine à nous, les radiologues. Hein. Et le type d'examen non irradiant, donc sans rayons X, il y a l'échographie hein, et puis l'IRM. Pour les examens avec des radiations ionisantes, on a une obligation légale de justification d'examen.
faut vraiment que la demande soit justifiée. Nous, on a le devoir d'optimisation, donc faire en sorte que l'examen soit le moins irradiant possible, tout en gardant une qualité du diagnostic pour le diagnostic satisfaisant. Voilà, bon, ça on va passer rapidement, hein, juste un ordre d'idée en millisieverts un peu pour les doses, hein. Donc 0, c'est ce qu'on a dit, c'est non irradiant pour l'échographie et l'IRM. Et puis on va monter progressivement d'une radiographie standard simple jusqu'au scan TAP. Nous, en radio, c'est là où en général on irradie un petit peu plus parce que souvent, ça arrive qu'on va faire plusieurs passages, par exemple sur l'abdomen, pour des caractérisations lésionnelles. Je reprends la main. Alors ça, c'est juste, c'est un gros paquet, mais je vais pas en parler vraiment, mais c'est juste qu'on va vous mettre un peu des exemples de ce que disait ce fameux site de la dérive à chaque fois, juste pour que vous ayez des notions. Il mettait une priorité 1 en rouge, vraiment ça va faire vraiment tout de suite, 2 dans les jours qui suivent globalement, et priorité 3, c'est vraiment, il n'y a pas d'urgence, voilà, dans les semaines à venir. C'est mauvais bout. On va commencer un peu par des petits exemples de tableaux de douleur abdominale. Alors déjà pour les douleurs abdominales, ce qu'il faut savoir déjà, on le rappelle, l'AST, il y a quasiment plus d'indications, hein, hormis le fait qu'à l'aube du sujet âgé, ou l'ingestion de corps étrangers. On en voit encore parfois pour suivi de colique néphrétique, mais franchement, je crois que ça fait 6 mois que j'en ai pas vu, voire un an. Pareil. Moi, je pense que ça existe quasiment plus. L'échographie abdominopelvienne, rappel, c'est super pour les voies biliaires, la vésicule biliaire et les douleurs abdo globalement chez les jeunes ou alors chez les patients très minces. Sinon, ça devient un peu compliqué. Le scanner, ça, vous le savez tous, c'est vraiment l'image de référence en urgence. Et l'IRM, très peu d'indications en urgence, hormis les BILIRM qu'on peut en avoir. Mais sinon, c'est plutôt des examens en urgence, hein. Alors là, on avait mis quelques petits exemples d'ordonnances qu'on peut avoir, hein. Bon, voilà, on va passer globalement. Voilà, 16 ans, douleur abdominale, emphosie à droite depuis 24 heures, doute sur une petite défense, une petite hyperleucocytose et une CRP à peine élevée. L'examen que vous demandez, bon, forcément, c'est l'échographie, hein, abdominopelvienne. L'échographie est normale. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'arrête là? Alors normal, le radiologue n'a rien vu. Le radiologue n'a rien Plutôt vu. le radiologue n'a rien vu parce que. En tout cas, elle est normale, il n'y a rien qui en ressort à la fin. Qu'est-ce qu'on fait? Forcément, on passe au scanner, il ne faut pas avoir honte de passer au scanner. Où là, on voit une jolie petite appendicite en faucille à droite. Alors, j'ai pas de pointeur, c'est pas grave. C'est un pointeur normalement. Mais Ils ils le verront. Ils le verront peut-être pas. Ah bah oui. Tenez. Mais bon, c'est pas. Faut juste prendre la souris, mais bon, voilà. Juste, on n'a pas fait énormément d'iconographie, mais là, vous avez une jolie appendicite avec une petite infiltration. Et cette image, elle est ici. Que dit la DERIM à ce propos, hein? C'est quand même assez intéressant, moi, je trouve, de regarder ce que dit ce site. Alors, globalement, dans le cas de suspicion d'appendicite, grosso modo, en premier, ils vous disent c'est scanner abdominopelvien, priorité 1 à faire tout de suite, hein. Alors, ils disent quand même le degré, le délai d'urgence, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire maintenant, mais il faut le faire vraiment au plus vite dans le cadre de la prise en charge aux urgences. Il ne faut pas qu'il arrive, ça ne veut pas dire priorité 1, il arrive aux urgences, on le balance dans le scanner comme si c'était un déchoc ou ce genre de choses. Voilà, c'est priorité 1, mais sur un délai 3, c'est-à-dire ça doit être fait quand il arrive aux urgences, quoi. Et l'échographie abdominale, dans la suspicion d'appendicite, il faut vraiment le réserver à l'homme jeune, moins de 25 ans, ou à la femme jeune, moins de 50 ans, pour préserver la fertilité. Bien sûr, après, l'homme de 25 ans, de 20 ans, qui fait 130 kilos, voilà, ça, il faut oublier déjà, bien entendu. Un autre petit cas, bon, je continue, ok. Une patiente de 40 ans, douleur épigastrique depuis 48 heures, qui sont quand même plutôt intenses, sans anomalie biologique. Qu'est-ce qu'on demande? Pas trop de surprise non plus. Une échographie, qui la trouve une jolie cholécystite, hein, lithiasique. Donc là, on voit des petits calculs, là, avec un beau condom postérieur et un épaississement de la vésicule biliaire. Donc ça, c'est assez typique, hein. Un patient de 73 ans, donc là un peu plus âgé, qui est traité depuis plusieurs jours pour une infection urinaire fébrile, mais des douleurs persistent, qui sont surtout en fossile à gauche avec une fièvre. Alors là, on n'hésite pas trop à 73 ans, hein, on n'a plus trop de complexe à passer directement au scanner, hein. Donc là, vous avez reconnu ce cas à peu près typique, hein, qui est une diverticule sigmoïdienne, alors préperforative parce qu'il y a des petites bulles d'air là qui se baladent là et qui sont un peu loin du sigmoïde, ce qu'on appelle la diverticule perforée bouchée parce que ça reste un peu localisé, quoi, hein. Hop, que dit la DERIM, hein, ça c'est aussi intéressant, hein, ce qu'elle dit, hein. Donc vraiment, elle dit une priorité qui est déjà à faire dans les jours qui arrivent, hein, donc c'est pas, faut le faire tout de suite, en moins de 24 heures. Et globalement, le scanner n'est pas toujours obligatoire, hein, c'est vraiment si la poussée doit être authentifiée, parce que souvent, bah, première poussée, on peut laisser passer, mais deuxième poussée, il faut se poser la question d'une chirurgie à distance à froid pour l'opérer. Donc vraiment, c'est pas non plus systématique à faire, quoi.
Euh, Patiente de 71 ans, douleur modérée depuis 15 jours, fébrécule, trouble du transit, un petit syndrome inflammatoire. Bon, là, on n'hésite pas trop non plus, hein, surtout que c'est un tableau qui déjà a l'air un peu abattardi. On passe directement au scanner, qui met en évidence une occlusion colique, hein. Donc là, on voit vraiment une distension du côlon droit et du côlon transverse en amont d'un obstacle, ici, qu'on dit typiquement entre oignon de pomme. Voilà, et donc c'est sur un cancer globalement du côlon transverse qui est occlusif. Que dit la dérive? Syndrome occlusif, vous l'avez retenu comme j'ai dit avant, pas d'ASP surtout, et scanner abdominopelvien dans une urgence quand même assez rapide. Alors, il y a occlusion urgente et occlusion urgente, hein, signe de souffrance clinique ou pas, donc c'est pour ça que le délai d'urgence est plus ou moins fort, mais ça, forcément. Encore petit cas de douleur abdominale, donc toujours des douleurs épigastriques intenses, une augmentation des lipases. Donc ça, c'est un tableau clinique, hein, de pancréatite, mais forcément, comme tout tableau de pancréatite, il faut parfois un examen. Alors le scanner, donc là, une pancréatite aiguë typique, hein, mais qui est nécrosante, hein, parce qu'il y a des petites zones dans le pancréas qui se rehaussent pas très très bien. Que dit la dérive? Ça, c'est aussi intéressant, hein. Je le rappelle, le scanner, il n'est pas obligatoire enfin, il n'est pas obligatoire, il est surtout pas forcément très très rentable, entre guillemets, en temps de diagnostic à J0 des douleurs. Souvent, en fait, le temps que les anomalies au scanner arrivent, donc le scanner, il vaut mieux le décaler à 72 heures du début des symptômes. Alors, le mieux, c'est d'attendre même encore un peu plus longtemps, parce que c'est mieux pour nous pour le stadifier, parce que le scanner est surtout là pour stadifier la sévérité de la pancréatite. Donc déjà, est-ce qu'elle est simple, entre guillemets, donc interstitielle, ou nécrosante? Et la nécrose, elle peut parfois tarder à arriver, donc c'est bien de reporter le scanner à 60. Là, c'est mis 72, mais en vrai, 96, c'est même encore mieux. Voilà. Et l'échographie est bien, surtout pour identifier, pour le bilan étiologique, est-ce que c'est une pancréatite lithiasique ou non, pour voir s'il y a des calculs que le scanner peut louper, peut louper. Le scanner intrinsèquement ne voit pas tous les calculs. L'IRM abdominal dans tout ça, alors déjà, pas d'IRM abdominal pour des douleurs abdominales aiguës, hein, ça sert vraiment à rien, hein, c'est pas très très rentable dans le cadre d'un diagnostic. Grosso modo, je vous ai fait un peu les IRM abdominales, les trucs un peu typiques, hein, mais l'IRM abdominal, donc déjà c'est de la seconde intention, c'est là surtout pour la caractérisation lésionnelle, suivi de cirrhose, pathologie métabolique, donc par exemple les cas d'hyperféritinémie, les cas de recherche de stéatose, même si l'échographie est très performante, les suivis en cancérologie et les caractérisations nodule qu'on peut trouver, quoi. La BILIRM, c'est des examens qu'on peut plus facilement trouver en urgence, hein, surtout s'il y a un doute sur la présence d'un calcul en voie biliaire principale, ou qui là peut nécessiter un geste, une CPRE un peu en urgence pour le désenclaver. Ou alors également dans le cas un peu plus dans un second temps pour des anomalies biologiques persistantes, donc c'est-à-dire avec un bilan biologique renouvelé qui montre ces anomalies-là et une échographie qui est souvent normale, aussi normale, et il faut compléter par une BILIRM. L'IRM pancréatique, grosso modo, c'est les mêmes indications que l'IRM hépatique, c'est de la carisation lésionnelle, du suivi. Je peux cliquer là-dessus, peut-être? Enfin, ils verront tout mon diapo ou ils auront la même chose? Vous pouvez masquer, je Ouais. pense. C'est juste l'information. Ouais, je sais pas s'ils auront là aussi le ruban, c'est un peu dommage, mais en bref, je l'enlève. L'entéro-IRM, donc l'entéro-IRM, c'est vraiment, il faut retenir maladie de Crohn, hein. Ça, c'est vraiment l'examen roi pour ça. Je rappelle quand même, parce que c'est vrai qu'on n'insiste pas forcément, et les patients parfois ils le découvrent quand ils arrivent chez nous pendant l'entéro-IRM, c'est que c'est pas non plus un examen aussi facile que l'IRM hépatique, hein. Il y a déjà une préparation, hein, avant à prendre, hein, une préparation digestive. Alors, c'est pas la même chose que la coloscopie, mais on n'est pas très loin. Il faut leur expliquer qu'il y a une préparation à prendre avant. Il faut déjà qu'ils arrivent vraiment à jeun et venir en avance parce que nous, on leur donne également du mannitol, hein, ça permet nous de distendre les anses intestinales avec du liquide. Et en fait, pour voir quelque chose, hein, ce que j'explique toujours, c'est comme venir avec une vessie pleine pour une échographie de vessie. Eh ben, si on veut voir un épaississement de la paroi de quelque chose, il faut que ce soit distendu. C'est comme un ballon. Si on vous demande est-ce que la paroi du ballon épaissit, si le ballon est dégonflé, on ne peut pas le voir, donc il faut distendre. Donc là, les anses digestives, ou alors la vessie lors des échos de vessie. L'IRM pelvienne, c'est assez à la mode, j'ai l'impression. Alors, c'est peut-être parce que j'en fais, mais vraiment, ça a augmenté. Alors, la grande indication, c'est l'endométriose. Après, l'IRM pelvienne est quand même très, très forte pour dire oui ou non pour l'endométriose, hein. L'IRM pelvienne, sinon, c'est également un examen roi pour tout ce qui est caractérisation de lésions ovariennes utérines, mais ça, souvent, ça vient plutôt du gynécologue, hein. Après une échographie aussi. Après une échographie, donc du gynécologue, donc après une première échographie endovaginale, hein. L'IRM prostatique, ça c'est vraiment
sur avis spécialisé après l'urologue. En dépistage comme ça, c'est pas forcément bon, hein, ça rentre vraiment dans le parcours de soins de dépistage, hein, après l'urologue. La défico-IRM, ça reste vraiment un examen de niche, hein, nous, on n'en fait pas non plus beaucoup. Vraiment, ça, pareil, je pense, c'est vraiment après avis spécialisé, parce que sinon, on pourrait en faire des dizaines et des dizaines, et c'est pas un examen hyper sympathique pour les patientes, hein. Alors, je dis patientes, c'est plutôt souvent des dames. On leur met quand même du gel dans le vagin et dans le rectum, qu'elles évacuent sur table. C'est quand même un examen plus ou moins traumatisant. C'est pas catastrophique, mais voilà. Quand elles sont souvent pas forcément très bien prévenues, mais voilà. C'est un examen un peu de niche. Et bien sûr, pour du bilan d'extension, et ça, c'est dans le parcours de soins plus oncologiques, quoi. Et voilà, forcément, en fonction des référents d'organes. Bon, les coliques néphrétiques, ouais. Ouais. Vas-y, vas-y. Euh, Oh, c'est plus facile avec ça, je vais te taper. Alors, colique néphrétique, écho versus scanner sans injection, qu'est-ce qu'on fait? Bon, en général, hein, chez les patients plutôt jeunes et chez les femmes enceintes, on va bien sûr privilégier l'échographie. Et chez les patients présentant des coliques néphrétiques récidivantes, pour éviter des irradiations un peu répétitives. L'échographie, on est quand même limité parfois dans l'exploration de l'urtère, notamment à l'urtère, on le voit essentiellement au niveau juste post-caliciel et à proximité du méa urétéral, mais il y a toute une grande portion de l'urtère qu'on n'arrive pas forcément à explorer en échographie en raison de l'interposition gazeuse digestive. Le scanner sans IV, bah, c'est pour tous les autres cas de figure, hein. C'est le plus sensible et plus spécifique. On voit tous les calculs rénaux, autant les calculs vésiculaires, on les voit pas forcément, s'ils sont pas calcifiés, c'est du calcul cholestérolique. Là, pour les calculs des reins, on les voit tous en scanner sans injection. ASP, c'est quasiment c'est marginal, hein. C'est vraiment sur des suivis de lithotricie vraiment à distance pour éviter des scanners à répétition. Ici, l'exemple d'un patient de 59 ans qui présente des douleurs aiguës en fausse lombaire droite avec une dilatation des cavités pyélocalicielles du rein droit ici, et puis un petit calcul vraiment très proximal, hein, donc il n'a pas fini d'avoir mal le monsieur, tant que ça descend au niveau de l'urtère lombaire. Celle-là, je pense qu'elle est peut-être accessible encore en écho, hein. Mais dès que ça, ouais, c'est dur. Ouais. Pas évident. Mais après tout le trajet là jusque la vessie, on les voit pas. Donc, faut avoir le scanner sans injection vraiment facile pour les cas de figure chez les patients qui sont pas forcément très jeunes. Que dit la DERIM? Donc, en première intention, le scanner abdominopelvien sans injection et à basse dose, mais ça, en général, c'est fait de façon quasi systématique, les basses doses pour les uroscans, enfin, pas pour les uroscans, pour les scanners abdominopelviens sans injection, dans le cadre d'exploration de coliques néphrétiques. L'ASP, l'écho-abdopel, bon, c'est chez les patients plutôt jeunes, hein, et en cas de colique néphrétique récidivante, hein. Oui, bon, ça, on a laissé la diapo pour l'ASP, vraiment juste pour en parler, que l'ASP, vraiment, les indications, il y en a quasiment plus, hein, même pour les, on le garde quand même chez l'enfant en cas de recherche de corps étranger, voire de syndrome occlusif, vraiment pour éviter le scanner, chez l'enfant, hein. Mais pour le reste, honnêtement, l'ASP est vraiment, surtout s'il vous plaît, un peu les constipations chez les enfants. On fait un peu plus de scanners. Moi, mes derniers, quand j'étais au CHU, j'ai l'impression que les scanners chez l'enfant, on en fait quand même un peu plus. Quand ils sont vraiment inquiets, ils préfèrent faire un scan, quoi. Mais bon, après, voilà. Ça, c'est cliniquement s'ils sont vraiment. Les doses diminuent aussi des scanners, donc c'est vrai que c'est plus acceptable, quoi. Alors, tout ce qui est problème de sinus, globalement, pour rappel, hein, donc en cas de sinusite aiguë, il n'y a pas d'indication d'imagerie, hein, sauf s'il y a une présentation atypique, des signes neuro-ophtalmo ou vraiment une hyperalgie, hein. L'imagerie est plutôt là dans le cas des sinusites chroniques ou récidivantes après traitement. Donc scanner ou cone beam, alors on a mis cone beam, mais je ne suis même pas sûr, alors je crois que j'aurais peut-être dû vérifier à l'heure actuelle que le cone beam soit une indication remboursée dans le cadre des sinus. Alors c'était c'est même pas, alors le cone beam c'est vraiment que dentaire. On m'avait dit que dans l'avenir ça peut-être remboursé dans le cadre de rocher. Oui, en implantologie, mais je pense dentaire, voilà, dentaire. Mais théoriquement, le cone beam est presque meilleur dans tout ce qui est exploration des rochers, mais je crois que c'est toujours pas une indication remboursée pour ça, mais en sachant que le cone beam est un peu meilleur parce que c'est des structures fines, donc ce serait peut-être même un peu meilleur de faire des. C'est pour ça qu'on parle de cone beam, mais bon, globalement, retenez plutôt scanner, quoi. Qu'est-ce que ça fait le scanner? Alors c'est bien déjà pour voir où est la sinusite exactement, est-ce qu'il y a des signes de sinusite chronique, le suivi, le repérage des variantes anatomiques. Bon, ça c'est surtout important chez l'ORL où il y a pas mal de variantes anatomiques chez ces sinus pour éviter de faire
des complications malheureuses au niveau de la chirurgie. Le cone beam, je vous en ai un peu parlé, c'est une autre technique d'imagerie qui est de forme conique, mais globalement, voilà, c'est surtout les dentistes qui les prescrivent, c'est la seule indication remboursée. La radiosinus, c'est vraiment retenu zéro, ça ne se prescrit plus, même en traumato, j'en ai encore vu un il y a 1 an, une radiosinus après traumato. Nous, on convertit systématiquement en scanner, c'est vraiment une mauvaise idée parce qu'on voit quasiment rien, et le scanner est beaucoup mieux. L'IRM des sinus, ça retenait que c'est vraiment de la niche, faut vraiment plutôt pas en prescrire de base, c'est vraiment sur avispé, ou alors nous, quand on trouve ce qu'on appelle une sinusite maxillaire plus, qui est une grosse sinusite qui s'étend à la fosse nasale, mais souvent nous, on dit qu'il faut en faire, et on gère un peu la suite, quoi. Mais globalement, l'IRM des sinus, c'est pas à prescrire, quoi. Voilà, ça c'est des petites images de pansinusite aiguë, donc vous voyez vraiment que tous les sinus sont remplis, les maxillaires, les sphénoïdes, les frontaux et les cellules ethmoïdales. Un petit gars, comme je vous le disais, du sinus maxillaire plus, juste pour vous voyez à quoi ça ressemble. Donc c'est un comblement plus ou moins complet du sinus maxillaire avec une extension ici à la fosse nasale homolatérale, c'est vraiment la définition. Et donc dans ces cas-là, c'est une bonne indication d'IRM. Donc là, c'était sur une balle aspergilaire. Donc là, il y a un petit aspergillome qui est, pas que je vous dise de bêtises, qui est ici, là, qui comble le sinus maxillaire droit et qui s'étend un peu à la fosse nasale homolatérale. Voilà, voilà. La surdité, on en parlait juste avant, donc ça c'est le fameux scanner. Pardon, on va commencer par la surdité de prescription, donc l'IRM. Donc ça c'est des choses qu'on voit relativement en prescription. Donc l'IRM, elle est surtout bien pour les surdités de perception. Donc elle permet par exemple de chercher des anomalies de l'oreille interne ou des voies conductives auditives, pardon. Ce qu'il faut vraiment retenir sur l'IRM dans le cadre des surdités, elle est vraiment bonne pour l'oreille interne et le méa auditif interne et le cerveau, forcément en amont, mais pas la partie oreille moyenne. Vraiment cas de niche, cholestéatome. Mais vraiment, ça, c'est. Bon. On ferme la parenthèse sur l'oreille moyenne, je vais vous perdre. Vraiment, l'oreille moyenne, le méa auditif et le cerveau. Donc, par exemple, pour chercher le dispic schwannome du 8, ou le méningiome de l'ampontocérébrum. Le scanner est vraiment plutôt réservé pour les surdités de transmission. C'est l'examen de première intention, mais il est souvent, enfin, pas souvent, il est réalisé après l'examen ORL. Donc, globalement, qu'est-ce qu'on peut voir sur ces scanners? Donc, si le tympan il est anormal, la pathologie un peu classique, c'est l'otite chronique cholestéatomatose, où là, vous voyez un petit cholestéatome qui est dans la caisse du tympan. Le scanner, il est bien déjà pour confirmer. L'ORL, il le voit ou pas, parce qu'il peut être mal placé par rapport au tympan. S'il est un peu plus haut, bon là, il est dans le mésotympan, donc l'ORL le verra potentiellement, mais s'il est dans l'épitympan, c'est pas forcément vu. Et ça aide aussi en bilan pré-chirurgical, si ça n'a pas de variante, des choses associées, les conduits semi-circulaires. Si le tympan il est normal, on recherche d'autres causes, comme la fameuse autospongiose, qui est l'étiologie la plus fréquente sur les surdité de transmission tympan normale, où là, vous avez un petit foyer d'autospongiose, c'est assez discret, franchement, c'est autospongiose, ou d'autres formes, comme des malformations qui sont quand même assez fréquentes, qui peuvent faire des surdité de transmission. Et pour la névrite vestibulaire aussi, scanner. La névrite vestibulaire, c'est plutôt névrite vestibulaire, ça c'est l'apanage du nerf, donc en fait, c'est plutôt l'IRM, ça. Ouais. Vraiment l'apanage de l'IRM. Ça concerne le nerf. Les troubles cognitifs, alors vraiment à éviter vraiment le scanner en IRM, on est vraiment bon et on arrive à couvrir à peu près toutes les causes des troubles cognitifs. Ça nous permet de reconnaître les signes de vieillissement normal et surtout rechercher des causes curables de démence, comme un méningiome, une HPN, une hydrocéphalie à pression normale, un hématome sous-dural un peu chronique ou des lésions tumorales. L'IRM va nous aider à chercher une démence vasculaire, donc soit une atteinte des grosses artères avec des multiples séquelles ischémiques, soit des atteintes des petites artères avec la leucoariose et puis des petites lacunes ischémiques. Permet également de dépister une éventuelle angiopathie amyloïde. L'IRM va également nous aider de rechercher les signes précoces de pathologies neurodégénératives type Alzheimer avec une estimation du volume des hippocampes. Un exemple pour un patient de 74 ans qui présente des troubles cognitifs, d'installation progressive avec ici des hypersignaux, la substance blanche profonde qui est quasiment en hypersignal flair quasi complète, et puis des petites lacunes ischémiques aussi à ce niveau-là. Donc on a une leucopathie microvasculaire sévère et puis quelques lacunes et des séquelles ischémiques aussi. Ici, c'était un petit cas, on peut passer rapidement avec une cause de démence, une atrophie mésencéphalique avec un aspect un peu de bec de colibri au niveau du mésencéphale.
Quelques cas, alors là, il n'y a pas que de l'IRM, on a du scanner également, hein, quelques cas de causes curables un peu de démence. Alors le scanner, c'est bien pour débrouiller, hein. On a un accès un peu plus rapide au scanner que l'IRM, quoique encore maintenant, actuellement, avec la multiplication des machines sur le territoire, on a accès de plus en plus facilement quand même à l'IRM, même l'IRM encéphalique, hein. Ici, le cas d'un hématome sous-dural, plutôt chronique, avec quand même des petits saignements un peu encore aigus, un effet de masse quand même sur le parenchyme, une déviation de la ligne médiane. Là, c'est le même, mais en hyper dense, pardon, euh, témoin d'un caractère aigu de cet hématome sous-dural, pareil, effet de masse et déviation de la ligne médiane. Ici, on a un aspect assez typique d'une hydrocéphalie à pression normale, avec une verticalisation, pardon, du toit des ventricules latéraux et un peu des signes de résorption transépandymère périventriculaire. D'accord. Ça, c'est plutôt une IRM d'un patient qui présente une démence d'origine vasculaire, comme on a vu chez le premier patient, avec des hypersinuflaires confluents de la substance blanche profonde et périventriculaire. Ici, c'est une séquence IRM T2 étoile, un peu spécifique, qui va nous permettre de voir des saignements récents et anciens, avec des petits tatouages ici, des noyaux gris centraux, durant un temps vers une angiopathie amyloïde. Donc l'imagerie neuro, l'indication du scanner, bien sûr le traumatisme crânien, en IRM, on n'est pas très bon, hein. On est quand même meilleur, enfin, on est bon en IRM aussi, mais pour chercher la petite fracture de la voûte crânienne, euh, le scanner, ça reste le top. L'analyse des vaisseaux, du coup, hein, les enjeux TSA, les enjeux scanner on est quand même meilleur sur le scanner, on a une meilleure définition des parois des vaisseaux des TSA que sur l'IRM. Et puis un bilan dans le cadre des céphalées aigus, si vous n'avez pas accès à l'IRM et que vous voulez éliminer quand même les grosses pathologies, un scanner sans injection en première indication euh, permet d'éliminer quand même les grosses tumeurs, voire les saignements intracrâniens. Ici, le cas d'un patient qui présente une vallée sylvienne spontanément dense. C'est un scanner sans injection ici, témoin d'une hémorragie méningée sur un anévrisme de la terminaison de la portion M1 de l'artère cérébrale moyenne droite qui a saigné. Et pour l'IRM, c'est toutes les autres indications. Vraiment, 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 c'est des problèmes de délai. Un scanner en première intention, sauf si les patients sont jeunes, hein. On est toujours disponible pour discuter, voire même pour switcher ou si on a une demande de scanner, souvent chez les patients de 18-19 ans pour des céphalées, on arrive toujours maintenant avec la multiplication des machines, à switcher, à faire une IRM dans des délais qui sont plus qu'acceptables, hein. Le pelvis féminin, on en parlait. Alors déjà, pour recentrer tout ça, tout symptôme pelvien, hein, c'est plutôt l'apanage de l'échographie, au mieux l'échographie endovaginale. Alors si la patiente est trop jeune, si c'est pas possible, on peut discuter une IRM, mais voilà, l'IRM c'est vraiment plutôt de la seconde intention après une écho endovaginale. Alors ça se fait de plus en plus, hein, pour les recherches, hormis la recherche d'endométriose. Alors même si les recommandations disent que la recherche d'endométriose en première intention, c'est une échographie endovaginale, il faut vraiment une échographie endovaginale par des gynécologues ou des radiologues très entraînés à la recherche de ça, ce qui est pas fort, ce qui court pas les rues, on va pas se mentir. Donc l'IRM, elle prend un peu le pas sur de l'endométriose, sur l'échographie, pardon. C'est ce que je vous disais, bon, la SP, on l'a rappelé, hein, vraiment. Mais on met le coup sur la SP, il faut plus en prescrire. L'hystérosalpingo, c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut faire en choses un peu classiques. C'est vraiment dans le bilan d'infertilité. On n'en fait pas non plus énormément, hein. C'est pour voir si les deux trompes sont perméables, s'il y a un bon passage péritonéal, ce genre de choses, quoi. L'IRM, comme dit, voilà, c'est pour caractériser une lésion, si l'échographie n'a pas suffi, rechercher les pathologies malformatives, notamment de l'utérus, hein, bilan d'extension d'une tumeur, bilan préopératoire de myome, faire la cartographie, c'est-à-dire où est-ce qu'ils sont, et regarder s'il n'y a pas un myome atypique, hein, c'est-à-dire vraiment le gros diagnostic différentiel, c'est le sarcome, hein, et bien sûr la recherche d'endométriose qui est un peu classique. Donc là, un petit exemple, hein, juste pour l'iconographie. L'endométriose, c'est assez conceptuel à l'IRM, hein, si on n'a pas l'habitude, hein, mais juste pour vous montrer, donc là, ça, c'est un aspect d'adénomiose interne, avec ici, on voit pas très très bien, hein, un nodule endométriosique irrégulier, qui est à l'origine d'une attraction des deux ovaires avec des endométriomes, des classiques endométriomes à cet endroit-là, donc le fameux kissing ovary, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Et
concernant la thyroïde, c'est un examen qui est prescrit assez régulièrement quand même, hein. Donc, pour rappel, quel est notre rôle dans les échographies de la thyroïde, hein? Donc déjà voir est-ce que la thyroïde elle est trop grande ou pas? Donc est-ce qu'il y a un goitre? Est-ce qu'il y a des signes de thyroïdite, donc d'inflammation? Est-ce qu'il y a des nodules ou non? Et les nodules après les classer, hein. Donc nous on fonctionne tous, avec la classification EU-TIRADS. Donc c'est plein de classifications en médecine, hein, mais celle-là je trouve qu'elle est vraiment pas mal parce que c'est vraiment, nous, on conclut avec ça et avec la conclusion donc de ce du TIRADS, donc 1, 2, 3, 4, 5, il y a directement une prise en charge, c'est-à-dire, enfin une décision thérapeutique, hein. Donc, si vous avez un nodule de plus de 20 millimètres TIRADS 3, c'est une cystoponction, TIRADS 4, 15 millimètres, c'est une cystoponction et 5 au-dessus de 10, bon même parfois en dessous, une cytoponction également. Donc il y a vraiment un impact tout de suite, heu, décisionnel, de prise en charge. Voilà. C'est ce que je vous disais. Voilà. La scintigraphie thyroïdienne, pour rappel, alors c'est pas notre métier la scintigraphie thyroïdienne, mais la seule indication, c'est vraiment dans l'hyperthyroïdie, hein. Le scanner, pour la thyroïde, globalement, faut oublier, hormis les bilans préopératoires de Goitre, mais ça, c'est souvent demandé par l'ORL. L'IRM, faut vraiment oublier, j'en vois parfois passer, mais ça, faut vraiment refuser les IRM thyroïdiennes ou parathyroïdiennes, hein. Pour comprendre, en fait, l'IRM, vous avez 3 minutes de séquence et le patient ne doit pas avaler pendant 3 minutes. Essayez de pas avaler pendant 3 minutes. Voilà, c'est pas possible, donc du coup, les IRM sont flous, donc on peut pas faire des IRM dans cet endroit-là. Thyroïde comme parathyroïde. Un peu Enfin, on peut, d'ostéo mais ça va être très bon. un peu d'ostéo-articulaire, hein, c'est un sujet vaste, on va essayer d'être assez rapide quand même là-dessus, hein. Donc, bon, je pense que vous voyez assez au quotidien, c'est les douleurs d'épaule, hein. Quand faire radio et échographie, quand il y a un traumatisme, on fait tout de suite radio-écho. Alors essentiellement la radio tout de suite pour éliminer la fracture un peu, qui nécessiterait éventuellement une prise en charge chirurgicale rapide. L'échographie peut être différée à une semaine. Enfin, le chirurgien se précipitera pas, même si on a une rupture tendineuse, le chirurgien se précipitera pas dessus, hein. Si c'est une suspicion de tendinopathie sans contexte traumatique particulier, en général, on attend 4 semaines avant de prescrire le bilan radio-échographie. Je pense que c'est quand même pour diminuer un petit peu le nombre d'examens réalisés et éviter de faire un bilan radio-écho chez les patients qui vont un petit peu mal et qui les douleurs s'estompent au bout de 1 ou 2 semaines. La capsulite, alors la suspicion de capsulite rétractile, ça, en écho, c'est pas qu'on est très mauvais, c'est qu'on ne peut pas la diagnostiquer en échographie. La capsulite, c'est clinique, hein, donc avec les douleurs de l'épaule d'horaire inflammatoire, une limitation des amplitudes articulaires, notamment la rotation externe en passif et en actif. Et s'il vous faut vraiment, ou s'il y a un doute clinique, ou il vous faut le diagnostic en imagerie, c'est l'IRM. Les bilans de tumeurs, bon, ça en général, c'est découvert sur le bilan initial de radio-écho. Ça, nous, on s'en occupe en général de programmer quand on a une chose un peu pas trop belle, on s'occupe de programmer des scans et des IRM injectés. Pour les arthropathies acromioclaviculaires, pareil, le couple radio-écho. Là, on parle rapide. J'ai mis une petite capsule là sur les arthroscans au niveau de l'épaule. Bon, ça en général, pareil, c'est plutôt les chirurgiens qui les prescrivent. C'est des bilans préopératoires, savoir est-ce qu'il faut opérer, pas opérer. C'est bien pour caractériser et mettre en évidence une caractère transfixion d'une fissure. L'arthroscanner en pile dans l'articulation directement, on injecte le produit contraste D qui va mouler la coiffe des rotadeurs ou des tendons dans leur face plutôt articulaire, donc leur face profonde, et il n'y aura pas d'exploration de la face superficielle, donc la face bursale des tendons. Donc ça, c'est pas une bonne indication pour les conflits sous-acromiaux, par exemple. C'est une chose qu'on retrouve quand même le plus souvent au niveau de l'épaule droite. S'il n'y a pas de fissure transfixiante, on aura une mauvaise exploration. On n'aura pas une bonne exploration, pardon, de la face superficielle du tendon. Un petit exemple, bon voilà, 68 ans, scapulalgie chronique, on fait radio-écho. Sur la radio, ben, on voit pas grand-chose. Là, l'os, il n'y a pas de souci. En écho, on voit une rupture transfixiante du tendon supraépineux. On bascule le patient en IRM le plus souvent, hein, même si on a le diagnostic en échographie, ça nous permet quand même de cibler l'examen et d'avoir un bilan complet, éventuellement pré-chirurgical, parce que ces ruptures transfixiantes là, c'est des ruptures qui sont potentiellement chirurgicales, hein. C'est toujours à l'appréciation du chirurgien, hein.
mais le patient, quand il voit le chirurgien doit avoir une IRM de l'épaule, parce que lui-même peut regarder des images. Les échographies à relire, c'est un peu compliqué pour tout le monde, en fait, hein, c'est un peu compliqué, hein. Patient de 46 ans, scapulagie intense depuis 5 semaines. On fait le couple radio-écho. En radio, on voit une petite calcification ici. On regarde du tubercule majeur, hein, on la localise, hein, sur le profil plutôt au niveau du tendon supraépineux. C'est retrouvé en échographie et en plus, on a ici une lame de bursite sous-acromodeltoïdienne. Là, on n'ira pas beaucoup plus loin parce que l'IRM ne rapportera pas grand-chose, hein, par rapport au bilan radio-écho, et on va même pouvoir orienter le patient et lui faire une infiltration sous écho de sa bourse sous-acromodeltoïdienne, une infiltration cortisonnière. La coiffe des rotateurs, donc radio-écho en première intention, l'arthroscanner, alors sujet plutôt jaune, mais sujet avec plutôt instabilité, hein, ça c'est le gold standard un peu dans l'exploration de l'instabilité de l'épaule. Souvent, c'est des patients qui ont déjà eu un épisode de luxation et permet de voir la face profonde des tendons, mais surtout le labrum, hein, qui est une structure fibro-cartilagineuse qui permet d'augmenter la surface articulaire avec la tête humérale, et celle-là, on la voit en IRM, mais très clairement, les petites fissures, on les voit beaucoup mieux en arthroscanner. IRM, bon, voilà, contexte maladie professionnelle, hein, on fait une bilan de tendilopathie ici, par exemple, chez un patient avec un tendon qui est très épaissi en hypersignal T2. Ça, c'est un tendon qui souffre depuis déjà quelques temps, qui n'a plus sa structure, son architecture et sa composition initiale, avec un tendon qui est beaucoup plus rigide et qui est douloureux, hein. L'instabilité et les coiffes opérées, mais bon, ça, pareil, souvent, c'est plutôt je pense que l'arthroscanner, il faut vraiment les laisser au chirurgien parce que c'est plutôt une technique. C'est un bilan préopératoire, hein. Ça permet de faire un bilan préopératoire complet. Ici, un exemple d'épaule gelée de capsulite rétractile avec ici un épaississement du ligament gléno-huméral inférieur qui est en hypersignal T2 avec une infiltration tout autour. Ça, c'est une structure. On n'a pas accès en échographie. On peut avoir parfois une infiltration de l'intervalle des rotateurs, mais en échographie, c'est quand même très compliqué. Les genoux, à la période d'exploration des genoux, il faut avoir l'IRM facile. Il ne faut pas forcément à 85 ans pour des douleurs chroniques, bien sûr. Le bilan radio, le bilan d'arthrose, en général suffit. Mais dans les grandes majorités des cas, faut pas hésiter à avoir l'IRM facile, hein, notamment sur les syndromes patellaires. Bon, les tendinopathies rotuliennes, en échographie, on n'est pas trop mal, hein, chez les patients qui font jumping knees, donc les basketteurs, hein, qui font des sports à sauts multiples. En échographie, on n'est pas trop mal quand même. Pour le bilan d'entorse grave, les ligaments croisés antérieurs, surtout les ménisques, hein, on les voit pas en échographie, hein, vraiment pas. Et pour les bilans de fracture de fatigue, les fractures de fatigue, si vous avez une forte suspicion clinique de fracture de fatigue, en radiographie, on les verra pas. Précoce, hein, il n'y aura pas de cal osseux, donc on les verra pas. En échographie, si c'est un segment superficiel, on le verra, mais c'est quand même assez rare. En scanner, ça sert à rien. Sur le scanner, fracture de fatigue, pareil, on la verra autant précoce, on verra pas. C'est l'IRM qui nous montrera la fracture de fatigue. Donc, patient de 67 ans, j'ai eu d'un traumatisme avec entorse, douleur persistante, ça passe pas. Qu'est-ce qu'on fait? Le bilan radio est normal. Faut pas hésiter à faire l'IRM. Il y a le piège, hein, de la fracture du plateau tibial latéral, hein, sur le niveau de torsion. C'est une fracture qui est pas du tout déplacée, qu'on voit pas en radiographie, hein. Sur le profil, il y a trop de superposition. Faut pas hésiter à avoir l'IRM facile. L'IRM du genou, maintenant, avec le nombre de machines qu'on a sur le territoire, quand même très peu d'attente, hein. Et ça permet de faire le bilan ligamentaire et méniscal, bien sûr, dans le même temps, hein. Voilà, douleur médiale du genou gauche, 71 ans. Bon, ça pince un peu, il y a un peu d'arthrose, on aurait pu s'arrêter là, mais c'est quand même des douleurs intenses. Et il y a cette petite lacune là, sous-chondrale. Ça peut être dégénératif, ça peut être aussi une ostéonécrose. Dans le doute, faut pas hésiter à prescrire l'IRM s'il y a vraiment des douleurs qui sont vraiment intenses sur des anomalies, sur une atteinte arthrosique qui est somme toute mineure quand même. Faut pas hésiter à avoir l'IRM facile ici. Bon, pas d'ostéonécrose, il y a quand même une lacune, une geode sous-chondrale ici, et surtout avec un ménisque ici qui est multifissuraire, dégénératif. Les lésions méniscales, bien sûr, en première intention, l'IRM.
Et alors parfois, nous, sur l'IRM, on peut se faire piéger, hein. Le ménisque, c'est le triangle noir ici, et la fissure, ben, c'est en blanc. Mais parfois, la fissure, nous, il faut pour diagnostiquer une fissure en IRM, il faut qu'elle soit communicante avec la surface articulaire. Donc, parfois, il y a des dossiers, bon, il n'y a pas trop de doute. Sur des dossiers, on est un peu plus embêté parce que le trait blanc ici, on ne le voit pas se terminer dans l'articulation. Donc là, on se dit, est-ce que c'est une méniscose simple, une atteinte dégénérative un peu du ménisque sans fissure, ou vraiment une fissure? En cas de doute, là, faut pas hésiter. Nous, en général, on oriente quand même, et même parfois, alors les arthroscans, on les programme. Là, c'est une image d'arthroscanner, hein, donc on voit l'os ici. Ici, c'est le produit de contraste qu'on a injecté dans l'interne articulaire, hein, d'accord. Ici, en négatif, c'est le cartilage articulaire, et ici, on voit normalement le triangle, pareil en négatif, du ménisque. C'est l'image qui est ici en triangle, et ici, on voit s'infiltrer le produit de contraste iodé qui nous signe donc l'atteinte, la fissure du corps du ménisque. L'arthroscanner, donc c'est une image articulaire précise, c'est pour ça en général c'est plutôt au chirurgien, ça nous permet de faire un bilan de chondropathie quand on n'a pas d'arthrose vraie en radiographie vraiment de pincement. Souvent on peut quand même avoir des lésions de chondropathie profonde qu'on voit en arthroscanner. Ça peut guider si on voit des lésions qui sont profondes mais très localisées, ça peut permettre de faire une infiltration, voire une viscosupplémentation dans le même temps. Ça, c'est le gold standard, l'arthroscanner pour l'atteinte ligamentaire du poignet, un traumatisme un peu ancien, des douleurs qui traînent au niveau du poignet, que ce soit au niveau du versant nerveux ou au niveau du versant radial. Il ne faut pas hésiter soit à l'adresser à un chirurgien qui lui fera le bilan, soit on va voir en arthroscanner, hein. L'arthroscanner nous permet également, chez les jeunes, douleurs du creux inguinal persistantes. On a fait une radio, il n'y a rien. On a fait une écho, il n'y a rien. On a fait une IRM, il n'y a rien. C'est des douleurs persistantes chez les jeunes sportifs. Le conflit fémoro-acétabulaire, ça pareil, c'est le gold standard. Ça nous permet de voir des atteintes du labrum. En gros, on va essayer de faire une synthèse assez un peu compliquée sur l'ostéo-articulaire. En cas de traumatisme osseux, radio-écho. Les échos peuvent nous aider, hein, sur des fractures costales, voire sur des fractures. C'est un petit peu comme ou sur les fractures, sur les fractures de fatigue. Je dis toujours, si on commence à faire des échos sur les suspicions de fracture de côte, on fait des échos toute la journée. Non, mais ça, après, ça, c'est sûr. Après, si parfois les patients sont angoissés, ils ont besoin du diagnostic. Ça se trouve, ça va très bien. C'est sûr que la radio pour une côte, ça suffit, parce que là, vraiment l'intérêt principal sur une suspicion de fracture de côte pour la radio, c'est même pas le diagnostic de fracture costale, c'est éliminer un éventuel pneumothorax, voire un épanchement pleural lié à la fracture costale. Pour le traumatisme musculaire, tendineux, ligamentaire, on commence par le couple radio-écho, et puis, dans un second temps, s'il le faut, l'IRM. Tendinopathie, arthropathie, couple radio-écho, et IRM dans un second temps, hein. Pour une analyse articulaire globale, l'IRM, c'est bien. Pour les atteintes un peu plus fines, c'est des coupes épaisses, hein, l'IRM. Le cartilage, on n'est pas très très bon, hein, sur l'IRM, sur des petites lésions. C'est l'arthroscanner, comme on a vu tout à l'heure. Et souvent, quand il y a des douleurs, ça nous permet, de faire le bilan articulaire, et de coupler à une infiltration, et de faire un test diagnostique au corticoïde, hein. Voilà, donc ça, c'est le ménisque qu'on a vu tout à l'heure. Ah oui, la masse des parties molles, hein. Échographie en première intention, hein, toujours, hein. Ça nous permet de nous guider, hein, d'accord? Donc, toujours en ostéo-articulaire, le couple radio-écho, toujours la bonne idée, hein. Ici, quelques exemples, hein, d'écho. Bon, on va passer rapidement à une rupture du tendon bicipital, hein, avec un moignon tendineux qui est rétracté là. La masse des parties molles, ici, le patient qui passe, qui palpe un petit peu sa boule, on fait son écho. Ici, on retrouve une masse ovalaire, hein, qui est pas très grande, hein, 3 cm, qui est hyper échogène et qui est quasi iso-échogène au tissu graisseux adjacent. Il n'y a pas de critère de malignité, c'est un lipome à contrôler, bien sûr, en cas d'évolutivité clinique, on n'est toujours pas à l'abri d'une mauvaise surprise, hein. Donc là, c'est hyper échogène, hein, on va voir là, c'est un autre cas de figure. La lésion, là, elle est quand même plutôt hypoéchogène et pas très belle. Il y a du signal Doppler, hein. C'est un sarcome des parties molles. Bon, ça court pas les rues non plus, hein, mais nous, en général, alors avec l'échographie, on arrive quand même à orienter déjà la symptomatologie, le diagnostic, et on prend en charge derrière, on programme en général les scanners et IRM. Tu continues de lombalgie. Bon, les lombalgies, on va peut-être passer parce que
C'est un sujet, je pense, un peu compliqué et un peu long. Donc, quel examen et quand? Les radiographies standards, c'est après 7 semaines d'évolution pour les lombocétalgies communes. Lombocétalgie commune sans drapeau rouge. Les drapeaux rouges, je pense que vous les connaissez mieux que moi. C'est une absence d'évolution sous traitement. C'est éventuellement avant une infiltration. De toute façon, il faut une imagerie. On n'infiltre pas, on fait pas d'infiltration épidurale sans imagerie, scanner ou IRM, mais il nous faut une imagerie, surtout pas la radio suffit pas. Les urgences, les sciatiques hyperalgiques et paralysantes, et puis les syndromes de la queue de cheval, ça, bien sûr, ça, vous savez qu'il faut pas trop attendre. Les patients sont définis aux urgences où on arrive à caler une IRM assez rapidement. Ça, c'est les cas un peu plus pièges, quand il y a une suspicion de fracture chez les patients de plus de 70 ans, porotiques ou sous corticothérapie prolongée. Quand il y a une suspicion de néoplasie sous-jacente, notamment avec un antécédent tumoral ou une altération générale, et un peu plus bâtard, c'est le tableau un peu infectieux avec une petite fébricule, une petite infection urinaire qui traîne. Il faut pas hésiter à avoir l'imagerie facile, notamment l'IRM pour éliminer des spondylodycites. C'est pas courant, mais bon, ça arrive. Ouais, oui, 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 bon, quand même. Bien sûr, on en voit quand même. Ouais, on voit quand même Franchement. quelques-unes, bon. Quels examens? Alors, la radiographie standard, bien sûr, c'est vraiment l'examen de débrouillage chez les jeunes. Si on peut les éviter, on les évite, sauf s'il faut vraiment, euh, vraiment l'intérêt de la radiographie standard, c'est l'évaluation globale du rachis et la statique rachidienne, pour savoir s'il y a une scoliose, pas de scoliose, kyphose, voilà. Mais par contre, l'analyse discale est nulle, l'analyse radiculaire est nulle. Donc, s'il y a vraiment une symptomatologie un peu radiculaire, pas hésiter à faire soit scanner, soit IRM. Alors, à l'époque, on disait scanner pour la disponibilité. Je trouve qu'on n'est pas trop mal quand même maintenant en termes de délai pour les IRM. Chez les patients jeunes, faut pas hésiter à avoir l'IRM facile. Vraiment, l'IRM facile, ça nous oriente, on a un diagnostic beaucoup plus évident. Ça nous permet aussi de rechercher, chose qu'on ne verra pas sur scanner, de l'œdème dans l'os, soit une discopathie inflammatoire avec des remaniements inflammatoires des plateaux vertébraux, soit une arthropathie postérieure un peu inflammatoire. Ça, on ne le verrait pas forcément en scanner. Un exemple, patient de 38 ans, lombalgie chronique, intense, ça c'est des images d'IRM. On voit ici ça c'est les vertèbres, ça c'est une T2 avec suppression du signal graisseux, donc les vertèbres apparaissent noires. Ici on voit des grosses taches blanches sur le corps vertébral de L5 et de S1 en miroir, c'est de l'œdème, c'est de l'inflammation. On voit également un antélysesthésis, on voit ici les vertèbres sont bien, le mur postérieur des corps vertébraux sont bien alignés. Ici, il y a L5 qui est avancé par rapport à S1. 38 ans, souvent, la plupart du temps, c'est une anomalie congénitale, type lysismique, bilatérale. Voilà, 29 ans, bon, ça c'est un exemple de scanner, on voit une belle hernie discale par un médiane droite qui comprime la racine S1. Enfin, ça c'est ton domaine, je te laisse la surveiller. On s'est dit qu'on allait faire quelques mots sur la scénologie quand même, c'est pas forcément un sujet qui est souvent traité, donc qu'est-ce qu'on prescrit en scénologie? Alors déjà pour rappel, bon ça je pense que vous le savez quand même, le dépistage ADEMAS, c'est de 50 à 74 ans tous les 2 ans. Alors le dépistage national s'arrête à 74 ans, mais c'est vrai qu'on conseille quand même de continuer après 74 ans, au même rythme tous les 2 ans. Alors bien entendu, en fonction de l'état général de la patiente, si elle est plus très en forme, ça sert à rien non plus de le faire. Il y a des solutions quand même si on trouve une lésion sans opérer, de donner juste de l'hormonothérapie, et ça aide quand même bien. Et puis après, décéderont d'autre chose, entre guillemets, et pas forcément de ça. Ça va pas plus loin. Et même avant 50 ans, petit mot, c'est vrai que moi, je sais aussi ce que je conseille à une première mammographie vers 40 ans, et puis après, entre 40 et 50 ans, une mammographie tous les 3-4 ans, s'il n'y a pas d'antécédent familial, c'est vraiment recommandé, pas nationalement, c'est pas dans l'épisode national, mais les gynécologues et nous les sénologues, c'est ce qu'on recommande. On trouve quand même très régulièrement des cancers sous 50 ans. Voilà. La population à très haut risque, donc ça c'est des mutations BRCA, etc. Toutes ces mutations, ceux-là, ils ont un dépistage assez spécifique et très standardisé. Quelles sont les indications de l'échographie mammaire? Donc toute anomalie clinique, une anomalie à la mammo ou à l'IRM, les patientes si elles sont porteuses de prothèses, ou les patientes qui ont une densité à mammographie de type COD, donc c'est-à-dire des seins très denses à la mammographie, où la mammographie est un peu moins performante.
Donc l'échographie nous aide bien, hein. C'est dans ces zones qui sont très très blanches. L'échographie est vraiment très bien. Petit mot quand même, parce que c'est des situations cliniques qui vous arrivent en consultation au cabinet, hein. Qu'est-ce qui doit vous inquiéter dans le cadre d'un écoulement mammaire, hein? C'est ce que j'explique souvent. Les écoulements mammaires, la plupart sont physiologiques, hein, ça peut presque se provoquer chez quasiment toutes les femmes. L'écoulement qui doit vous inquiéter, hein, c'est l'écoulement unipore, donc qui sort que d'un endroit d'un mamelon, sanglant. Alors sanglant, ou alors moi je dis plus classiquement, un écoulement unipore rouge, hein, toutes les couleurs, toute la gamme de rouge, faut se poser un peu des questions. Mais toutes les autres écoulements, blanc, jaune, vert, brun, ça c'est vraiment physiologique. Dans le cas d'une masse mammaire, hein, ça on a aussi. La question c'est quand est-ce qu'on fait une mammographie plutôt. Donc déjà, tout ce qui est avant 35 ans, moi je fais pas de mammographie en premier lieu, hein. On peut toujours en faire une après. On regarde déjà en échographie, dans 99% des cas, on fait pas de mammographie sous 35 ans, hein. Et en fonction des résultats, bientôt sur histoponction et biopsie. Un petit exemple, hein, juste pour vous dire, voilà, forcément, j'ai pris cet exemple parce qu'en indication, ça ressemblait un peu entre guillemets, hein, donc une petite masse supérieure de 2 à 3 centimètres, l'une douloureuse, l'une non douloureuse, hein, donc de ce côté-là à gauche, c'est une petite masse un peu irrégulière, hein, et l'échographie qui nous permet bien de différencier les deux masses, donc ça c'est plutôt une lésion néoplasique. Et là vraiment un kyste, hein. Alors le fait que la masse soit douloureuse, c'est quand même plutôt un critère rassurant, mais ça c'était un kyste, hein, qu'on va ponctionner pour le vider et pas de problème. Et là une biopsie, etc. Que faire en cas de mastite, donc en suspicion d'inflammation, infection du sein, ça c'est aussi bon à savoir, hein. Nous, quel est notre rôle en tant que sénologue là-dedans? Donc déjà de confirmer un peu le diagnostic, hein, donc pour rappel quand même, tout ce qui est mastite infectieuse du sein, hein, que le sein soit rouge, chaud, tuméfié, plus ou moins une fièvre, la fièvre manque souvent, hein, mais dès qu'il y a ces signes qui sont pas là, faut se poser la question si c'est pas quand même un cancer inflammatoire qui est une urgence thérapeutique, je le rappelle. Nous, on est surtout là en tant que sénologue pour faire une échographie, hein. La mammographie, souvent, à la phase aiguë, elle est trop douloureuse, donc on la fait pas. Et l'échographie permet de rechercher s'il y a un abcès et de le ponctionner au besoin. Et après, on met les patientes souvent nous-mêmes sous antibiotiques, et on les revoit après pour vérifier que tout se passe bien. Quelques mots sur le thorax. Le thorax, hein, on a le recours pareil, hein, avec les plateaux techniques sont mieux fournis, surtout à Strasbourg, hein. Le scanner prend plus le pas sur la radiologie standard. Le scanner est vraiment beaucoup plus informatif que la radiographie, surtout que maintenant nos scanners sont vraiment en mode basse dose, hein. Nous, on fait quasiment que des scanners en mode low dose, parce qu'en fait la qualité est devenue assez bonne pour qu'on puisse avoir une qualité suffisante. L'injection est rarement nécessaire en dehors de cas d'urgence. Et l'IRM thoracique, globalement, c'est pas un examen de routine, c'est assez rare comme examen. Faut éviter de prescrire ça. De toute façon, en première intention, faut pas prescrire ça. Voilà, petit exemple d'une embolie pulmonaire, hein, chez un patient qui vient aux urgences avec des lumières augmentées, de l'embolie pulmonaire bilatérale, hein. Vous voyez, je vous ai mis l'exemple, hein, ça vous pourrez lire tranquillement, que dit la dérive, hein, mais c'est vrai que ça se joue assez bien fait, ce site pour les urgences. Un petit cas de dyspnée chronique, hein, donc pareil, hein, faut avoir le scanner facile, hein. Dans le cas de dyspnée chronique à radiographie normale, le scanner peut mettre en évidence des choses. Alors là, c'est pas très très fréquent, hein, les pneumatiques interstitielles diffuses, mais là, ces petites anomalies des deux bases pulmonaires, celle-là, la radiographie, c'est impossible de le voir. Il faudra attendre de nombreuses mois, voire de nombreuses années pour que la pneumopathie interstitielle diffuse soit assez marquée pour que ça se voit en radio. Mais globalement, le scanner est vraiment meilleur. Ou alors, dans le cadre du dépistage, un petit mot sur le dépistage. Alors, il n'y a toujours pas à l'heure actuelle de dépistage national du cancer du poumon, hein. C'est plutôt dans le cadre d'un dépistage individuel qui est proposé chez les patients fumeurs, souvent au-dessus de 30 paquets années, où on fait des scanners. Donc, ça permet déjà de rechercher s'il y a un emphysème, hein. Là, il y a un bel emphysème centrolobulaire destructeur avancé, et aussi de chercher s'il n'y a pas des nodules un peu suspects. Donc là, vous avez un nodule suspect, un nodule suspect, plus ou moins des autres, mais globalement, celui-là est très très suspect de lésion néoplasique. Un petit mot encore, on arrive vers la fin, on s'est dit qu'on allait faire un petit mot sur les reins et les produits de contraste, hein. Donc pour rappel, donc là on parle d'abord du scanner, hein. Donc le seuil de risque rénal est en dessous d'un FG 30. Au-dessus, globalement, il n'y a pas trop de stress à se faire. Chez qui est-ce qu'on dépiste l'insuffisance rénale, hein? Donc chez les patients qui peuvent avoir une pathologie rénale connue ou pouvant être associés, les patients hypertendus ou avec un diabète, hein. Par exemple, un patient qui n'a pas d'antécédent ou qui a 40 ans, pas besoin de faire une DFG, une créatinine avant le scanner, il n'y a pas de souci. Le dosage reste voilà, 3 mois sans pathologie intercurrente ou 7 jours s'il y a une pathologie, une hospitalisation. Qu'est-ce qu'on fait chez les patients à risque, hein? Donc la metformine est arrêtée le jour de l'examen pendant 48 heures que si le DFG, que si on est en insuffisance rénale sévère.
Le myélome n'est pas à risque s'il n'y a pas d'insuffisance rénale associée, hein, c'est des choses qu'on voyait dans les livres de médecine avant, hein, ça a un peu changé. Bon, les délais entre 2 injections, ça vous arrive normalement pas en cabinet, hein, c'est vraiment aux urgences qu'on se pose des questions. Il n'y a aucune prémédication prophylaxique qui a montré l'efficacité, pardon. Bon, on va savoir. On injecte de toute façon toujours la dose la plus petite nécessaire, hein, pour prévenir le risque rénal. Maintenant, on a des logiciels qui nous permettent, avec le poids, le sexe et l'âge, ça nous dit la dose optimale à injecter, donc ça c'est bien fait. Et l'hémodialyse, il n'y a pas de contre-indication avec ou sans dialyse résiduelle, mais ça ne vous concerne pas trop non plus en routine. Le cas en IRM, hein, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas d'insuffisance rénale liée avec les produits de contraste en IRM aux doses utilisées, hein. Donc la recommandation actuelle est assez simple, pas de dosage de créate avant une IRM injectée. Voilà. Le seul cas, vraiment, c'est sur les DFG très très bas, en dessous de 5, où on se méfie, mais ça, normalement, le patient est au courant si un DFG à 5 ou en dessous, où il va vite l'être, entre guillemets, donc normalement, il n'y a vraiment pas de souci en IRM, donc l'IRM, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de bilan rénal à faire avant, s'il y a une injection. Voilà, je repasse la main à nos hôtes. On vous remercie pour cette intervention très, très intéressante. Et si vous avez envie de consulter ce webinaire, vous avez la possibilité d'aller sur notre site de la COSEN ou alors sur notre chaîne YouTube. Voilà, n'hésitez pas ultérieurement. Alors peut-être avant qu'on clôture, il y a des petites questions qui sont tombées dans le chat pendant la discussion. Alors, est-ce que je peux juste récupérer la souris? Je vais... Ça va être compliqué, on la rend. Merci. Je vais juste essayer de revenir sur la visio. Peut-être que les personnes qui sont connectées euh, vont pouvoir interagir. Alors attendez, parce que je suis novice. Il faut juste que je vois si je peux. Pas les supprimer. Non, pas les supprimer, je vais peut-être réactiver leur. Je pense qu'il faut peut-être faire ça là ici pour le mettre en grand. J'aurais cliqué là-dessus. Voilà. Ouais, et en fait, je voulais réactiver éventuellement les micros, mais. Ah oui, avec les micros, c'est plus sympa, ouais, c'est plus interactif. Ouais. Est-ce que les personnes en visio, vous pouvez activer vous-même vos micros? Oui, bonjour. Bonjour, super. Madame Mifta, pardon, excusez-moi. Vous aviez posé une question, je crois. Est-ce que vous voulez... Tout à fait. Moi, c'était concernant du coup, voilà, au moins vous me voyez. C'était concernant du coup tout ce qui était infiltration dont vous aviez parlé tout à l'heure. Ça, vous le réalisez directement du coup au centre d'imagerie. Et est-ce que c'est sur prescription ou pas en fait? Les infiltrations, on les improvise pas, hein. On oriente dans le compte rendu, on oriente. Là, on fait un adresse mail où vous pouvez c'est sous prescription, hein. Vous prescrivez on oriente, vous prescrivez l'infiltration, on la programme. Les produits, en général, on envoie les ordonnances pour les produits, nous, on s'en occupe et on la programme dans un second temps. Mais moi, je ne programmerai pas de mon chef une infiltration. Puis si j'ai une bursite en échographie, si je diagnostique une bursite, je vais pas piquer le patient dans la foulée. Ça, Oui, c'est pas, ok. on court-circuite pas le correspondant, jamais. Oui. Mais c'est sympa déjà à le savoir parce que du coup, je ne savais pas que vous le faisiez. D'habitude, on oriente vers les rhumatos et c'est vrai que les délais, en fait, c'est 2 mois, 3 mois pour avoir une infiltration chez un patient qui est souffrant. Donc, si déjà vous pouvez le faire, en fait, vous, c'est pas mal. Bon, en général, on commence on les met sur les comptes rendus et on oriente, on les fait sous écho. Les rhumatos, il y en a qui le font sous écho, il y en a qui le font pas forcément sous écho. Nous, Mhm. on s'en une radio, l'intérêt, c'est c'est systématiquement sous écho, hein. Voire sous scopie en fonction si c'est une articulation infiltrée, on le Ok, fait sous scopie, quoi. très bien. Ben, merci beaucoup. Voilà, C'est assez je t'en clair prie. pour moi. Mhm. Merci. Alors après, il y avait des questions qui ont été posées par quelqu'un qui est déjà parti. Donc c'était Pierre Trileski, qui est médecin généraliste. Il demandait, je suis soucieux de l'éco-responsabilité, la pertinence des examens en fait partie. Parvenez-vous à mettre en place des processus favorables sur cette question? Et comment, prescripteur, puis-je vous aider? Alors, c'est une question Moi, je suis pas sûr de l'avoir. Ouais, l'éco-responsabilité, ça, bon, c'est sûr qu'on se dit pas, un IRM, ça consomme beaucoup d'énergie, on va pas la faire. On peut, voilà, ça, c'est un peu l'éco-responsabilité, un peu compliqué en médecine en général. De toute façon, on va pas se dire,
dans d'autres services aussi. Je sais pas, en réanimation, est-ce qu'on est éco-responsable en réanimation? Bah, C'est vrai que il y a peut-être des axes sur lesquels c'est possible d'agir. Enfin, on va peut-être pas sélectionner des examens, voilà, ne pas forcément, mais bon, c'est vrai que c'est pas quelque chose dans notre pratique de tous les jours. Alors peut-être Ouais. que c'est des choses qui vont évoluer, hein, peut-être. Mais là, actuellement, c'est vrai que je me dis jamais le matin, est-ce que je vais être éco-responsable sur, je sais pas trop toi, mais c'est pas Non. quelque chose qui m'est venu. Mais c'est vrai que nous, dans nos JFR, donc nos journées françaises de radiologie, on avait parfois l'écologie mise en devant, mais c'est pas quelque chose en pratique courante, voilà, c'est pas forcément trop Ouais. on fait. Parce que c'est vrai que dans le monde hospitalier, de manière générale, et les plateaux techniques sont très concernés, les questions de l'éco-responsabilité sont de plus en plus posées sur des... Alors, il y a des pratiques de soins, il y a aussi des consommations, il y a par exemple... Niveau, hein, parce qu'après, sur les examens d'imagerie, Ouais. Non, mais sur les déchets, sur voilà, et donc par exemple, c'est vrai que comme Oui. vous recevez des patients qui vous sont orientés par des professionnels de santé libéraux, c'est vrai qu'on peut se demander est-ce que ces personnes-là peuvent vous aiguiller ou est-ce que du coup, si vous pratiquez une réflexion là-dessus, est-ce que c'est fait uniquement en interne et du coup par votre structure finalement? La plupart du temps, oui. Après, il y a des choses où, ouais, c'est vrai que maintenant, vous parlez de consommables, et c'est vrai que de plus en plus, les produits de contraste, par exemple, avant, c'était des monokits, des choses comme ça. Maintenant, on a des formats un peu plus grands, hein. Donc, par exemple, on branche des bonbonnes on y arrive, je sais pas, de 100 ml. Ça nous permet, ça nous permet de faire plusieurs patients. Donc, forcément, il y a moins de consommables directement. Donc, ça a été révisé il y a quelques années. Tous ces consommables, le patient, il revenait à la pharmacie, il revenait avec tout son kit, avec tout le branchement. Nous, maintenant, on a des procédures. Alors, avant, c'était pas légal, hein, parce qu'en fait, il fallait un kit, un patient, s'il y avait des risques infectieux, etc. Donc, ça, c'était voilà. Mais maintenant, ça a changé. On a ça. Donc, ça, c'est sûr que c'est beaucoup plus écolo que un kit, un patient pour les IRM et les scans. Ça faisait beaucoup de consommables. Ok. Alors, la question suivante qui était aussi posée par Pierre Trevitsky, pourquoi dissuader IRM prostatique en première intention? Il y a une forte demande des patients qui interrogent ChatGPT. Alors, c'est un sujet un peu vaste. Alors, j'ai fait un lien prostatique dans ma formation, j'en fais pas en pratique courante, hein, mais déjà pour répondre, alors l'IRM prostatique, c'est vrai qu'on a tendance à se dire le PSA augmenté, on fait une IRM prostatique, mais bon, alors déjà, il vaut mieux déjà réserver au cas de PSA qui reste haut, hein, parce que le PSA, c'est souvent du yo-yo, hein, donc ça monte, ça descend. Donc déjà ça, il vaut mieux faire un contrôle un peu à quelques semaines et voir un peu comment il évolue. L'IRM, à la place de l'IRM, hein, qu'est-ce qu'elle est là? Hein. Elle est là déjà pour voir s'il n'y a pas des lésions cibles euh, pour envisager une biopsie de prostate. Donc il faut déjà être dans cette démarche-là. Donc c'est une démarche qui est déjà un peu plus avancée. Donc voilà, il faut peut-être déjà avoir un urologue qui va être consulté, peut-être juste avant la consultation urologique, mais voilà, mais pas juste un PSA un peu augmenté, sauter sur l'IRM tout de suite. Moi, je trouve que c'est un peu rapide. Voilà. Au moins contrôle PSA et avant consultation urologique. Donc déjà, vous, en tant que médecin généraliste, vous avez déjà fait une réflexion autour parce que vous allez l'envoyer chez le spécialiste. Donc en surcourant, voilà, je pense qu'il faut. Clair. Et il y avait encore une question de sa part. Quelle est la place de l'IA en imagerie? Aide à la prescription pertinente, point d'interrogation. Aide à l'interprétation, point d'interrogation. ça arrive tout doucement. L'IA, c'est pas encore ça, mais ça arrive tout doucement. Sur les radios, c'est tout bien avancé. Pour l'aider à diagnostiquer en radio sur fracture, pas fracture. Sur les radiographies thoraciques, l'IA qu'on a, nous, est plutôt bonne, plutôt très bonne même. Après, bah, je sais pas, en scanner IRM, on n'en est Ouais, on pas n'est pas là, encore. On mais n'en est pas encore là. On n'en est pas du tout encore là. après, elle nous aide par exemple énormément en réduction de dose. Hein. Par exemple, nous, on a des IA qui tournent sur nos scanners pour nous permettre de réduire des doses, donc nous permettre de faire des scanners à plus basse dose et ça nous les reconstruit comme si on l'avait fait à plus haute dose parce que les IA étaient entraînés. Donc, par exemple, ça nous aide pour ça. En IRM aussi, ça nous permet de faire des séquences plus rapides dans moins de temps, donc faire des coupes un peu plus fines, etc., etc. Donc, ça nous aide quand même. Voilà. Mais à l'heure actuelle, on n'est pas. Ah ouais. On reste. Mais donc, on bosse quand même tous les jours avec de l'IA, quand même, ça, il faut pas croire. D'accord. Et
télé-expertise en imagerie. Alors personnellement, on n'en fait pas. Certains de mes collègues font sur OmniDoc des avis sur dossier, des choses comme ça. Voilà. Mais on est bien sûr disponible toujours par mail pour des questions un peu spécifiques. Mais en courant, non, on n'en fait pas trop. Non. Et c'est quelque chose que vous pourriez envisager Oui, bien entendu, Oui. hein, si c'est mis avec en Omnidoc, place par exemple avec Omnidoc. Oui, par exemple, Omnidoc, il y a certains de mes collègues qui le sont. Moi, je me suis inscrit de base, mais après, il n'y a pas forcément non plus de demande. Ça reste de la demande un peu de niche. Ok, Mais bien sûr, on est disponible pour en faire, hein. C'est quelque chose qui se fait assez bien. ok, très bien. Alors, en visio, il y a des personnes qui veulent poser des questions aussi. Madame Roland-Jacques. Oui, c'est ça. J'avais une question, comme je commence à être une vieille dame, au niveau des indications actuelles des IRM abdos. Oui. Enfin, je vais entre IRM abdos et échographie. Enfin, j'ai des questions. J'ose pas trop le prescrire, l'IRM abdos, mais je me dis quelles sont finalement les indications intéressantes actuellement. Bon, je parle pas des BIL-IRM, là, c'est assez clair. Il y a des calculs, des machins, des suspicions. On voit quelque chose à l'écho, on fait une BIL-IRM, ok. Mais l'abdo au global, comme ça, enfin, voilà. L'IRM abdo, comme ça, voilà, moi je déconseille de prescrire une IRM abdo juste pour bilan de douleur, etc. C'est quand même souvent très peu rentable, hein. Oui, Mais ça, j'imagine, mais enfin, je sais on pas. parle d'IRM abdo, mais dans l'IRM abdo, il y a toutes ces IRM, foie, rein, pancréas. Mhm. Et comme ça, il n'y a pas enfin, Mhm. l'IRM, c'est un espèce de grand Mhm. sac où il y a plusieurs, où il y Mhm. a toutes Mhm. les sous-catégories, mais c'est globalement les indications que j'ai mis, les indications spécifiques par IRM du foie, IRM du Oui, pancréas, mais il n'y a pas. c'est ça, mais il n'y a pas, par exemple, au niveau intestinal, enfin, je veux dire, on reste classique, c'est-à-dire Par exemple, échographie, et puis, ouais, tout ce qui est et intestin, puis un presque grêle. et puis coloscopie, quoi, enfin, voilà. Ah oui, ça, non, non, ça, on Mhm. n'est toujours pas Mhm. on est toujours pas bon en IRM comme en scanner pour tout ce qui est Mhm. côlon, Mhm. Mhm. dépistage de Mhm. néoplasie. Mhm. Mhm. Non, Mhm. c'est vraiment pas quelque chose en première Mhm. intention, hein. Mhm. Mhm. Oui, donc on reste classique, quoi. Enfin, il y a rien de plus, quoi. Effectivement, Ouais, après ça, on a envie de regarder le rein, le foie, mais ça, c'est autre chose. Mais ok, d'accord. ouais. Il y a pas d'indication, d'accord, ok. Non, non, pas trop. Ok. Non, mais voilà, moi, je prescris pas, mais je me disais, tiens, au fond, voilà, ok. D'accord, mais sinon, j'ai pas de questions. Mhm. Merci. Non, merci. Et donc, concrètement, pour revenir aux infiltrations tendineuses, donc on peut vous adresser des patients pour des infiltrations de tendinite. BIM, je pense que vous faites aussi, hein, vous faites, hein. Sims, on les fait aussi. Et puis, on a un site où on travaille ensemble aussi, Arena. Mhm. C'est fait Mhm. aussi, en général, C'est et les gens, ils ont fait le parcours. On a fait une première écho, on sait qu'il y a une grosse tendinite, et puis on trouve pas de rendez-vous chez des rhumatos, des machins, on vous les envoie, quoi, c'est ça. Exactement, ils Et puis appellent, après, les cabinets font. ils peuvent appeler un cabinet de radio, bah, Mm. le cabinet de radio à côté de chez eux, ils appellent, ils D'accord, voient, ok. et Ok. ils vont les réorienter. Mais oui, les radiologues le font aussi. Je Mm. sais qu'à Strasbourg, c'est un prisme, c'est très, c'est très rhumato, Oui, mais ils sont complètement, ils répondent plus là, les rhumatos, ça, c'est un peu les dramatique, infiltrations, hein. Donc il y a Je plus, confirme, hein. c'est compliqué. Les infiltrations de genoux, enfin, pauvre, on s'arrache les cheveux, quoi, hein, Mm. Mm. Oui. on est 5-6 à les piquer, je pense, C'est bien, c'est Mais bien. petite Mm. question, je rebondis juste sur ça, sur les gestes. Qu'est-ce Mm. que vous faites comme geste exactement sous radio écho? Sur Radio Echo, ben, alors, nous, ce qu'on fait, c'est toutes les infiltrations, ben, soit articulaires, toute articulation. Et même dans le Euh, dos, le rachis aussi, du coup? alors, le rachis, on les fait pas Sous en scanner. cabinet. Non, Mm. ça, c'est en scanner, ça, c'est Scanner. en contrôle. Oui. Mm. Mais on les fait aussi. Celle-là, Mm. on les fait en général à Arena. À Strasbourg, c'est souvent à Mm. Arena qu'on les Mm. fait. Ok. Mm. Nous, à l'Union européenne, on n'en fait pas. Ou je sais pas si on en fait. Si, nous, on en fait. On en Alors, fait nous, à à la Doranté, à clinique à Sainte-Anne. l'Orangerie, on en fait. À On les Sainte-Anne fait. et Sainte-Barbe, on n'en fait pas. Il faut du scanner, hein, pour les infiltrations épidurales. Les infiltrations épidurales sous scopie, c'est dépassé, quoi. C'est obsolète, c'est terminé, hein, maintenant. On est quand même plus à l'aise au scanner. On sait exactement Oui. où est l'aiguille. On augmente les chances de réussite, hein, du geste, hein, sans Oui. complication, en minimisant le risque de complications, hein. Et vous faites du coup aussi les cytoponctions thyroïdiennes, vous faites aussi le sein, c'est ça, s'il faut? Oui, Euh, oui. Ce sein, oui, thyroïde aussi. Les Thyroïde thyroïdes aussi. oui. aussi. Alors, ouais, ouais, on a quelques associés qui font des cytoponctions de thyroïde. Ça se fait aussi, ouais. Ça, y a pas de souci, Ok, oui. d'accord. Ok, merci. C'est bon à savoir, comme ça je sais. Très bien. Est-ce qu'il y a encore des questions?
Non, sinon pour moi c'est tout bon. Merci beaucoup en tout cas pour votre intervention, c'est toujours bien Merci à d'avoir vous. des réactualisations. Merci beaucoup. Bah, alors, j'en profite simplement pour remercier Monsieur Zorn qui est connecté, avec qui on va aussi monter un partenariat pour pouvoir proposer le recours à l'imagerie en courte durée, de la même manière qu'on le fait avec déjà CIMSE et MIME. Donc voilà, merci pour votre participation ce Bah, soir, super. Monsieur Zorn. Ok. Au plaisir. Un plaisir.